Bonjour à vous. Je propose qu'on démarre ce webinaire qui va se tenir sur une durée quand même relativement restreinte, hein, ce sera 1 heure et pas plus. Je pense que d'autres participants vont nous rejoindre en cours de réunion. L'horaire n'est peut-être pas idéal pour certains, même si à mon avis ça peut arranger d'autres personnes. En tout cas, bienvenue à ce webinaire sur la vaccination grippe Covid. Alors, je pense surtout grippe, mais on dira quand même quelques mots du Covid. C'est un webinaire donc on a ciblé sur les directions d'EHPAD. Vous avez été destinataire à la rentrée, je pense, de l'instruction du 19 juillet 2023 qui annonçait les enjeux de la campagne de vaccination 2023-2024. Dans le cadre de cette instruction, 3 éléments. Le rappel d'un objectif de couverture vaccinale à 75% fixé par l'OMS pour les personnes à risque de formes sévères de grippe. On n'y est pas. On vous donnera quelques chiffres tout à l'heure, mais on a plutôt vu une baisse de la couverture vaccinale ces 2 dernières années en France. On a perdu à peu près 5 points sur cette population, en passant de 56% à 51%, donc chiffre France. Deuxième information issue de cette instruction, si la couverture des vaccinales grippe des résidents en EHPAD est plutôt bonne, on le redira également tout à l'heure, la couverture vaccinale des professionnels exerçant en EHPAD reste un vrai point de préoccupation et une priorité pour les autorités de santé. L'instruction, troisième élément, vous invite en tant que directeur à tout mettre en œuvre pour faire progresser les couvertures vaccinales de vos personnels, y compris stagiaires et étudiants. Voilà, donc ça c'est un petit peu le rappel des enjeux et on a souhaité du côté de l'ARS faire de ce sujet de la vaccination contre la grippe une priorité avec une mesure de très court terme qui est l'organisation de ce webinaire d'étayage, de soutien. Voilà, on va entrer très très vite dans le vif du sujet. Et on ouvre aussi un chantier de moyen terme, c'est-à-dire qu'on a vraiment le souhait du côté de l'ARS d'en faire un chantier de mobilisation et de changement voilà, pour les saisons à venir. On a commencé à regarder ce qui se fait ailleurs, faire une espèce de benchmark, et on va ouvrir prochainement un chantier. Donc n'hésitez pas sur le fil de discussion à nous redire tout ce dont vous auriez besoin, tout ce qu'on peut faire, nous, pour vous accompagner dans cette dynamique, de manière à ce qu'on intègre ça dans la stratégie que nous nous préparons à construire pour la région Bretagne afin de favoriser la vaccination contre la grippe. Alors, en EHPAD, mais avec quand même cette cible qui est celle des professionnels exerçant, j'allais dire de santé, ce qui va bien, mais professionnels exerçant en EHPAD. Voilà pour le propos introductif. Je donne tout de suite la parole à Angelo Sossou, qui est conseiller santé à l'ARS et qui est référent régional vaccination, et qui va vous présenter un petit peu le déroulement de la séquence. Et un grand merci à tous ceux qui ont accepté dans des délais très courts de venir témoigner, intervenir et plaider dans le cadre de ce webinaire. Merci, Madame Le Formal, pour la parole accordée. Et pour faire suite à quelques règles de bonne pratique, les micros sont coupés, donc s'il y a des interactions, nous, on pourra vous donner la main depuis notre côté. Vous pourrez interagir dans le chat pour éventuellement les questions. Et si vous avez besoin de prendre la parole, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Et les caméras, et c'est pour la fluidité de cette séance, il est important que les caméras soient coupées. Donc, après les propos introductifs, dans un premier temps, nous allons présenter un bilan, notamment en termes de vaccination grippe Covid des EHPAD en région Bretagne, que ce soit en 2022 et des premiers chiffres pour les campagnes actuellement en cours.
Après, il y aura une intervention sur les bénéfices à attendre de la vaccination dans un EHPAD du professeur Tadevin. Ensuite, il y aura une intervention sur l'hésitation vaccinale et l'identification des freins à la vaccination qui sera assurée par le maître de conférence Jocelyn Roud de l'UHSP. On aura un retour d'expérience de l'EHPAD Les Jardins de Castel à Château-Giron sur voilà, les mesures mises en place en termes de vaccination au sein de cet EHPAD. Après, le CEPIAS Bretagne pourra présenter voilà, les actions en région. Et nous allons terminer par des perspectives de travail en région. Donc, pour commencer, en matière de bilan de couverture vaccinale grippe pour la région Bretagne, sur cette diapositive, nous avons présenté essentiellement les pourcentages de vaccination au niveau, que ce soit des résidents, mais aussi des professionnels exerçant en EHPAD pour la grippe. Donc, comme vous le voyez, comme l'a dit Madame Le Formal, pour les résidents en EHPAD, on a quand même des taux qui sont assez bons. Et la Bretagne, notamment, a des taux qui sont quand même en légère augmentation par rapport à la moyenne nationale. La preuve en 2022-2023, il y avait des taux à 87,5% contre 89% voilà, chez nous en Bretagne. Pareil en 2021-2022 où la Bretagne était à 89,8% et 86,9% donc, pour la France. Donc là, on a quand même des taux qui sont bien. Par contre, au niveau des professionnels, comme vous le voyez, que ce soit au niveau de la France entière ou de la Bretagne, on a des taux qui ne cessent de décroître avec un focus sur la campagne 2022-2023 où on a des taux à 24,7% au niveau national et 27,4% au niveau de la Bretagne. Donc, l'enjeu essentiellement, c'est de pouvoir vraiment motiver la vaccination au niveau des professionnels qui exercent dans l'EHPAD. D'où cette première initiative de webinaire qu'on est en train de faire actuellement. Cette diapositive présente essentiellement la couverture vaccinale contre la COVID-19 en 2022, que ce soit pour les résidents en EHPAD, mais aussi pour les professionnels de santé, et les professionnels des établissements des EHPAD. Et comme vous le voyez, nous avons quand même, que ce soit chez les professionnels en EHPAD ou chez les résidents, on a quand même des taux de couverture qui sont assez élevés. Pour les résidents, que ce soit vaccinés moins d'une dose, vaccinés avec une primo-vaccination complète ou vaccinés avec une dose de rappel. Nous avons des chiffres qui sont quand même bons. En France, pour la France entière, 88,8% par exemple pour les vaccinés une dose. Et en Bretagne, on est à 90,6%. Donc, nous avons quand même toujours des taux qui sont un peu supérieurs à la moyenne nationale. Et pour les professionnels exerçant en EHPAD, nous avons 93,2% pour les professionnels contre 90,3%. Alors, pour la campagne COVID actuellement en cours, nous avons essayé d'avoir quelques chiffres, que ce soit pour les résidents et les professionnels. Et en gros, cette campagne actuellement s'appelle un peu à démarrer en matière de couverture vaccinale. Et comme vous le voyez, nous avons des derniers chiffres actualisés. À la date du 3 décembre, pour le pourcentage de résidents vaccinés, en France, on est à 27,5% contre 25% en EHPAD. Donc, cette vaccination est peine vraiment à prendre. Et côté professionnel, en semaine 48, nous avons en France 7,8% des professionnels qui sont vaccinés pour toute la France entière contre 8,6% actuellement en Bretagne. Donc, vraiment, c'est l'objectif de ce webinaire, c'est quand même sensibiliser les gens pour que on puisse augmenter ces taux. Maintenant, sur cette diapositive, on vous présente, on n'a pas encore totalement on n'a pas les chiffres de couverture vaccinale, un peu comme pour la COVID, pour la campagne grippe actuelle qui se déroule, mais nous avons quand même quelques chiffres en matière de doses de vaccins remboursées par l'assurance maladie ou de vaccins délivrés en officine. Donc, sur cette première diapositive, on voit qu'à la semaine 6, nous avons, pour les vaccins remboursés par l'assurance maladie pour cette campagne 2023-2024, on a 6 35 810 doses qui ont été vaccinées contre 6 155 773 doses en 2022-2023.
versus 6 915 611 000 doses pour la campagne 2021-2022. Et pour les vaccins délivrés en officine, on a 8 522 740 pour cette campagne 2023-2024 contre 8 795 394 en 2022-2023 et 9 747 578 pour 2021-2022. Et il y a un dernier graphe qui précise vraiment pour la région Bretagne. Et comme vous le voyez, à la même période, voilà l'année, voilà sur les 3 années précédentes, vous voyez que le taux de remboursement vaccinal au niveau de l'assurance maladie est quand même en baisse comparativement à l'année dernière. Pour vous donner quelques chiffres, à la même période, l'année dernière, on était à 300. On peut peut-être juste dire Oui, que c'est moins 4% par rapport à l'an dernier. oui, essentiellement. Donc, voilà un peu par rapport aux chiffres qui sont, dont nous disposons et l'état des lieux de la campagne. Donc, il faudra vraiment qu'on fasse un effort en matière de vaccination. Donc, je vais laisser la parole au professeur Tadevin pour nous faire sa présentation sur les bénéfices à attendre de la vaccination dans un EHPAD. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Alors, je vais essayer de partager mon diaporama, mais ça devrait marcher normalement. Voilà. Donc, pendant une petite dizaine de minutes ou un tout petit peu plus, on va essayer de faire le point sur les bénéfices qu'on peut attendre de la vaccination Covid et grippe dans un EHPAD actuellement en décembre 2023. Alors, les règles de la vaccination Covid, elles ont été rappelées et plutôt bien diffusées depuis le début de l'automne pour dire que cette année, on aurait à nouveau le vaccin ARN qui serait mis à disposition de tous ceux qui le souhaitent. Il n'y aura qu'une seule marque cette année qui est Pfizer, mais peu importe finalement, puisque les deux, Pfizer et Moderna, avaient à peu près les mêmes résultats, les mêmes défauts et les mêmes avantages. Et la souche a été adaptée au variant Omicron, donc qui aura une efficacité supérieure à ce qu'avait le vaccin initial, qui était plutôt adapté aux souches initiales. Donc le rappel est recommandé pour les populations suivantes, donc en résumé, sans vous faire toute la liste parce que c'est un peu rébarbatif, mais c'est les personnes fragiles, donc soit du fait de l'âge, soit du fait de comorbidité, soit du fait d'une immunodépression. Toute personne vivant en contact de patients fragiles, et c'est vrai que tout le personnel des EHPAD rentre dans cette catégorie, tous les soignants, et puis les femmes enceintes. On considère que le vaccin nécessite des stimulations antigéniques régulières, mais que le fait de faire un Covid revient à peu près au même. Donc, on ne recommande pas de faire ce vaccin Covid si on a fait soit un Covid, soit un vaccin au cours des 6 derniers mois. Il y a eu des études bien faites qui montrent qu'il n'y a pas d'interaction avec le vaccin grippe, c'est-à-dire qu'on peut faire le même jour, 2 jours après, 15 jours après, que ça va gêner ni la tolérance ni l'efficacité. Et à propos de tolérance, justement, les retours qu'on a, ça fait quand même 3 mois et plusieurs millions de doses, et plusieurs centaines de millions de doses si on considère les données mondiales, sont vraiment rassurantes sur la tolérance de ce vaccin ARN adapté à Omicron, et notamment pour les gens qui ont déjà été vaccinés et qui avaient bien toléré les doses précédentes. Alors, j'ai essayé de passer. Voilà. Juste les messages importants. D'abord, le vaccin Covid a sauvé des millions de vies. Alors ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus et c'est important de le rappeler à chaque fois qu'on discute des défauts du vaccin actuel. Donc vous avez là, ça, c'est des chiffres qui viennent du Royaume-Uni. En fait, ils ont regardé la mortalité du Covid depuis la grande vague 2020 dans la population générale au Royaume-Uni, mais ça ne devait pas être très différent en France. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une très forte mortalité au tout début, avec les premières vagues en 2020, qui remontait très haut début 2021. Et honnêtement, si on revient un peu en arrière, on se demandait comment on allait tenir l'année 2021 si on n'avait pas eu les vaccins à ce moment-là, puisque les souches étaient à ce moment-là encore très virulentes et que les hôpitaux étaient à genoux et que les réanimations n'en pouvaient plus. Et puis, on a eu donc cette campagne de vaccination qui a démarré à peu près en même temps qu'au Royaume-Uni. On a eu quelques semaines de décalage. Et là, on voit très bien qu'à ce moment-là, alors qu'il n'y avait pas d'autres modifications de l'épidémiologie, on est resté avec la même souche dans le monde pendant quasiment toute l'année 2021, eh ben, la mortalité a complètement dégringolé à ce moment-là. Et c'est très clairement grâce au fait qu'on bénéficiait à ce moment-là des vaccins ARN, essentiellement le Pfizer et le Moderna. Et on peut le dire de manière très claire,
pour l'exemple de la France, parce que si on compare la mortalité en 2021 et en 2020, elle a été quasiment incomparable, nettement plus basse l'occupation des lits de réanimation a été beaucoup plus basse dans toute la France métropolitaine, mais les départements français qui ont fait un peu de réaction, comment dire, plus que de la réaction d'ailleurs, de l'obstacle aux campagnes vaccinales, c'est-à-dire notamment Guadeloupe, Martinique et Guyane, les plus réfractaires, ceux qui n'ont pas dépassé les 20 ou 30% de population vaccinée, ont eu des mortalités les mêmes à peu près en 2020-2021. On considère qu'il y a eu plusieurs dizaines, milliers de morts dans ces départements-là à cause de l'hésitation vaccinale. Et on a donc un peu expérimentalement une comparaison entre les départements bien vaccinés et les départements mal vaccinés dans des systèmes de santé qui se ressemblent et alors que les mortalités étaient les mêmes l'année précédente. Et puis ensuite, la mortalité a commencé à remonter un petit peu à la fin de l'année 2021. Et là, ça a été aussi pas mal montré que quand on a dit qu'il fallait refaire un booster, donc une dose supplémentaire de vaccin, on a pu de nouveau un peu baisser la mortalité. Et puis enfin, à partir de fin 2021-2022, début 2022, l'arrivée du variant Omicron, nettement moins virulent et qui a fait baisser la mortalité. Donc le message, c'est vraiment le vaccin contre le Covid a sauvé des millions de vies, c'est absolument certain au niveau mondial. Par contre, l'autre message sur lequel il ne faut pas non plus se voiler la face, c'est qu'il a été décevant dans le sens où on espérait qu'avec une bonne primo-vaccination initiale, ça suffirait. Puis on espérait aussi qu'avec le rappel qui a été fait fin 2021, le booster, ça suffirait. Et en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un Covid en ayant été bien vacciné, au début en ayant bien eu les 3 doses ou même les 4 doses. Et qu'en fait, il y a cette étude, là encore au Royaume-Uni, qui montre que finalement, la protection augmente avec le nombre de vaccins qu'on reçoit, et notamment quand on regarde sur un critère dur, qui est soit le fait de mourir, soit le fait de devoir être hospitalisé. Et là, ils avaient regardé, alors c'est de la très belle étude sur des grandes populations avec la statistique compliquée, mais en fait, plus on a reçu de rappels de vaccins et moins on meurt dans ces bases de données anglaises. Autre avantage du vaccin Covid sur lequel on a un peu accumulé des données, mais qui est vraiment important à rappeler, c'est le Covid long. Donc, vous savez que le Covid long, c'est quelque chose de compliqué, de long, comme son nom l'indique, et qui peut vraiment gâcher la vie des gens. Et là, c'est des études qui avaient été faites en Suède où ils ont comparé plus de 500 000, ils ont utilisé une base de données avec plus de 500 000 patients, dont 290 000 n'avaient pas été vaccinés contre le Covid et presque 300 000 avaient été vaccinés. C'est des populations qui étaient comparables par ailleurs. Et ils ont regardé le risque de développer un Covid long en fonction du fait qu'on soit ou pas vacciné. Et vous voyez que la différence est vraiment très nette. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à rappeler également aux personnes qui hésitent un peu à se faire vacciner, c'est que le Covid long, c'est compliqué et qu'on en prévient une bonne partie si on est bien vacciné. Et puis, autre point qui doit vraiment encourager les gens à se vacciner aussi, c'est que l'épidémie, elle n'est pas finie. Et là, je vous ai pris les chiffres, c'est tout récent. Là, le réseau Au Secours, en fait, c'est une espèce de réseau sentinelle qui rapporte le nombre, il rapporte différents indicateurs, mais ce que je vous montre là, c'est le nombre de patients qui sont hospitalisés pour un Covid après un passage aux urgences. Et vous voyez, évidemment, il y en a eu beaucoup plus en 2020-2021, quand même plus en 2021-2022, et puis avec Omicron, il y en a eu moins, mais on ne peut pas dire qu'il y en ait zéro. Et si on regarde les dernières semaines, on voit une franche augmentation, et notamment une augmentation très nette dans la population de plus de 65 ans. Donc on est de nouveau sur une épidémie importante et qui est un peu disproportionnée sur les plus de 65 ans. Donc, pour résumer cette partie vaccin Covid, en fait, on a suffisamment de données, même s'il faut être lucide sur le fait que l'efficacité du vaccin n'est pas aussi bonne qu'elle était au début et sur le rapport bénéfice-risque n'est pas aussi bon que ce que c'était en 2021, hein, parce qu'on est face à une maladie qui est moins grave et un vaccin qui marche probablement moins bien. Mais il n'empêche que pour tout ce que je viens de décrire, il faut qu'il soit proposé largement. Et quand je dis largement, c'est tous les résidents et tout le personnel. On ne le proposera pas pour ceux qui ont fait un Covid ou un vaccin Covid au cours des 6 derniers mois, que ça vaut le coup rapidement de rappeler les bénéfices, hein, que le vaccin diminue, il n'empêche pas, mais il diminue le risque d'attraper et de transmettre le Covid, puisque si on ne l'attrape pas, on ne le transmet pas, que sa tolérance est excellente, et peut-être rappeler que le Covid, ce n'est pas juste le nez qui coule, hein, comme on peut entendre parfois, il y a des gens encore en ce moment dans les hôpitaux avec des pneumopathies, il y a des gens qui font des Covid longs, il y a des gens qui s'en veulent d'avoir contaminé leurs parents, leurs grands-parents, parce qu'ils savent que pour eux, ça va être plus terrible. Et puis, il y a aussi des histoires un peu plus personnelles et individuelles, mais par exemple, attraper le Covid juste avant les vacances de Noël, là, ça peut quand même contrarier pas mal de projets.
Donc, il y a beaucoup de bénéfices. L'autre intérêt, c'est qu'il peut être couplé au vaccin grippe, hein, même indication, c'est-à-dire sujet fragile ou personne travaillant en contact de sujets fragiles et qu'il n'y a pas d'interaction. Et je rajoute ce petit mot parce que je pense que c'est quelque chose, c'est plus un conseil un peu individuel et de pratique, d'expérience, mais ça vaut pas le coup non plus quand il y a des gens qui disent j'en veux pas de votre vaccin, ben, on passe au suivant, quoi. Moi, j'ai, par exemple, les patients que je suis en consultation, il y en a qui me disent je veux pas du vaccin cette année. Je dis bon, ben, on va pas vous le faire. On n'est plus dans le contexte de 2021 où on sauvait des vies et en plus c'était obligatoire. Sur la grippe, ce qu'il faut juste dire, et ce sera plus rapide, c'est que à cause du Covid, hein, on en revient souvent au Covid, mais l'épidémie 2019-2020 a été un peu amputée, elle a été plus courte que d'habitude, parce qu'en fait, on a tous été confinés à partir du mois de mars. Déjà inquiets à partir du mois de février et confinés à partir du mois de mars, donc ça a rendu l'épidémie de cette année-là plutôt petite, brève. Que 2020-2021, il n'y a pas eu de grippe du tout, parce qu'on était tous masqués et de temps en temps confinés. 2021-2022, c'est revenu, mais pas à des niveaux comme on voyait antérieurement, parce qu'il restait les mesures barrières et une partie de l'inquiétude des populations. Et puis l'année dernière, l'épidémie de grippe, elle a eu deux caractéristiques, c'est qu'elle est montée plus haut que d'habitude et surtout elle a duré plus longtemps. Et les experts qui surveillent ça, l'épidémiologie de la grippe, et ce qu'on a pu voir aussi dans l'autre hémisphère, parce qu'on a toujours un peu de décalage, c'est qu'il est probable qu'on va avoir à affronter là pendant quelques années, on ne sait pas exactement combien, mais des épidémies plus longues et plus lourdes à cause de la dette immunologique, comme on dit, c'est-à-dire que la population générale française n'a pas été confrontée à des épidémies de grippe habituelles du tout en 2020-2021 et un peu moins que d'habitude entre 2019 et 2021. Du coup, on est un peu moins bien protégé à l'échelle populationnelle. Donc, quand le virus arrive, normalement, on devrait payer un peu plus cher. Donc, du coup, pour euh, conclure là-dessus, vaccin grippe, efficacité, elle est certaine, mais elle est imparfaite, hein. On dit en général qu'un vaccin grippe, selon les années, selon le choix des souches qu'il y a dans le vaccin, ça protège entre 40 et 60, 65% des gens vaccinés. Donc, ce n'est pas un très bon vaccin. Ça veut dire qu'une fois sur deux, il ne va pas protéger en moyenne. Mais c'est quand même un bénéfice majeur. Pourquoi? Parce que la maladie est tellement fréquente que même en divisant par deux le risque de l'attraper, vu qu'il y a plus de 10 millions de cas par an en France, qu'on est à peu près sûr à 100% qu'on va rencontrer le virus grippe tous les hivers, et ben, de diviser ce risque par deux, sachant l'importance du risque, reste tout à fait bénéfique. Et par exemple, j'ai pris l'exemple du CHU de Rennes. On avait fait une étude il y a quelques années, juste avant le Covid, où on avait vu que et c'est à peu près pareil chaque année. On a entre 500 et 1500 grippes hospitalisées au CHU chaque année, dans un contexte où la couverture vaccinale des soignants n'a jamais dépassé les 50%. Du coup, on a un vaccin qui a une tolérance qui est excellente. Il faut juste faire une injection tous les ans et ça permet de diminuer, certes de manière imparfaite, mais un risque qui est tellement important que ça vaut le coup. Et juste pour vous montrer du coup ces études qu'on avait fait, là, l'autre point qui nous avait inquiété, c'est que sur les 860 grippes qui avaient été hospitalisées cette année-là, quand on avait regardé un petit peu à quel moment ils ont été testés positifs, on s'était rendu compte qu'il y en avait 57 qui étaient clairement des grippes nosocomiales, c'est-à-dire des gens qui étaient arrivés à l'hôpital pour autre chose et qui ont été diagnostiqués avec une grippe au bout de quelques jours, voire plusieurs semaines, y compris des cas où c'était certainement pas les visites puisque les gens n'avaient pas eu de visite, donc c'était les soignants qui les avaient contaminés. Et quand on regardait la pyramide des âges de ces patients au CHU de Rennes qui avaient attrapé la grippe, donc les barres noires, c'est les grippes nosocomiales, vous voyez que les personnes âgées, encore une fois, payent un tribut beaucoup plus lourd. Il y a une beaucoup plus grande proportion de grippe nosocomiale chez les sujets âgés, donc un argument de plus à la fois pour protéger les sujets âgés et pour mieux vacciner les soignants. On avait fait, quand on s'était rendu compte de ça, un concours d'affiches et dans l'hôpital, il y avait des soignants qui avaient proposé des affiches très intéressantes. Là, j'aimais bien celle-là, par exemple, où on voit un patient qui s'en va en courant parce qu'il est à l'hôpital, on ne sait pas trop pourquoi, mais il se rend compte que les soignants sont dangereux pour lui. Et puis, il y avait cette affiche-là, je crois que c'est lui qui avait gagné, où il y avait un soignant qui discutait avec ses collègues là, et qui disait, moi, j'ai trouvé un moyen pour me protéger de la grippe. Et le message était, tu peux aussi te faire vacciner, ce qui est peut-être un peu plus simple que de passer tout l'hiver comme ça. Donc, pour conclure, et c'est ma dernière diapo, le mode d'emploi, les conseils qu'on peut donner pour les vaccins grippe et les vaccins Covid, ça viendra après. Donc, c'est de le proposer largement, donc même message, tous les résidents, tout le personnel, en rappelant les bénéfices, c'est-à-dire que ça permet de baisser le risque d'attraper et de transmettre la grippe. Ça ne l'annule pas, il faut être clair là-dessus. La tolérance est excellente.
La grippe, c'est pas toujours un petit problème. Ça peut être le problème de contaminer l'entourage, d'avoir une vie contrariée, d'être cloué au lit quelques jours. Et on sait que très probablement la saison qui vient va être rude pour la grippe. Elle n'a pas commencé encore la saison grippe, mais elle risque d'être rude. Couplé au vaccin Covid et ne pas faire d'efforts démesurés pour convaincre les opposants. Donc, c'est le même message, hein. On informe et les gens qui veulent pas, ils veulent pas et on passe au suivant. Je pense que Jocelyn Roth pourra vous en dire un petit mot aussi, parce que je crois qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc ça, c'est la vraie dernière diapo, hein. Rappelez que ça a une efficacité moyenne, hein. On ne peut pas nier le fait que les gens peuvent attraper la grippe en ayant été vaccinés contre la grippe ou attraper le Covid en ayant été vaccinés et même plusieurs fois contre le Covid. Mais le rapport bénéfice-risque, il est indiscutable. Il est indiscutable pour l'individu, pour la collectivité, avec un faible risque d'effet indésirable et plein de bénéfices, en fait. Même si ça n'empêche pas la maladie à 100%, tout ce que ça empêche est largement supérieur aux inconvénients de recevoir ces deux piqûres. Donc, il faut, en termes d'organisation, mettre en place un système qui permette une offre large et simple aux résidents et au personnel. Et à nouveau, toujours ce message qui revient que quand les gens veulent pas, ils veulent pas, et ça probablement perdre son temps que d'essayer de le forcer là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur, pour cette présentation. Nous n'avons pas vu de réaction sur le chat, donc s'il n'y a pas de réaction, on va proposer au maître de conférence, M. Jocelyn Rode, de passer directement à sa présentation. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je suis plus maître de conférence depuis pas mal d'années maintenant, hein, mais ça n'a pas d'importance. Je vais vous parler, donc vous m'avez demandé de faire un petit exposé sur l'hésitation vaccinale et les moyens de la combattre, pour faire simple. Je vais donc partager mon écran. Ça va prendre une seconde. Voilà, et je vais lancer le diaporama. Est-ce que vous avez l'image en grand écran? Oui, Parfait. Alors, je vais réguler ici. Très bien. Donc, quelques mots sur la question de l'hésitation vaccinale. Donc, l'hésitation vaccinale, c'est un terme nouveau puisqu'il a été proposé par un groupe de l'OMS, d'experts de l'OMS, juste après la pandémie de grippe H1N1, donc il y a 14 ans maintenant. Euh, il faut savoir que si c'est un concept nouveau, ça renvoie à un phénomène ancien. En fait, on a toujours observé au cours de l'histoire, les historiens de la médecine et de la santé ont fait des travaux assez remarquables sur ces sujets, des phénomènes de résistance ou de rejet des vaccins ou des campagnes vaccinales. Donc, on commence, pour simplifier les choses, hein, on commence à mettre en place des grandes campagnes de vaccination de masse à la fin du 19e siècle, notamment contre la variole à l'époque. Et donc, vous voyez, on a des campagnes de vaccination ici à Paris ou ici à Londres, par exemple. Et ce qu'on observe très rapidement à ces époques, c'est des phénomènes de résistance ou d'inquiétude qui se manifestent notamment dans les médias de l'époque, hein, vous voyez, avec la peur des effets secondaires de ces mêmes vaccins en France ou à l'étranger. Et on a notamment au Brésil, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, des mouvements un peu de type gilet jaune, en fait, hein, des mouvements populaires qui se mettent en place avec des grandes manifestations, parfois violentes d'ailleurs, dans les centres-villes de ces grandes villes qui se manifestent. Donc c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui a toujours été transitoire, en fait, qui n'a jamais été constant ou croissant. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que les premières études qu'on fait, notamment en France, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'hésitation vaccinale, hein, donc ici sur les attitudes vis-à-vis de la vaccination, montrent que, en gros, jusque dans les années 2000, on avait un taux d'hésitants, de gens inquiets par rapport à la vaccination, qui était extrêmement faible, hein, de moins de 10%. Et on a observé, pour un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir parce que ce serait un peu long, mais à partir de 2009-2010, hein, au moment de la grande campagne de grippe H1N1, on observe un basculement d'attitude hein, dans la population française avec pratiquement 40% des Français qui se disent défavorables à la vaccination. Hein, vous voyez les données. Alors, c'est retombé un peu depuis, mais depuis en gros 2014, toutes les données sont concordantes et c'est également le cas depuis les grandes campagnes de vaccination contre la Covid-19, on a à peu près 20%, un Français sur cinq qui est défavorable à la vaccination, donc qui est soit hésitant, soit qui est dans le refus vaccinal, hein, en fait, pour faire ça.
Voilà. Alors, lorsqu'on essaye de comprendre les raisons de l'hésitation ou les raisons du refus vaccinal, les causes, la structure des raisons évoquées par les sujets sont extrêmement stables dans le temps. C'est toujours plus ou moins la même chose dans la plupart des pays développés. La première, c'est de loin presque toujours la peur des effets indésirables de la vaccination. C'est ça le premier motif d'hésitation vaccinale. Les autres motifs, c'est des motifs qu'on retrouve également assez fréquemment, mais qui sont moins importants. C'est par exemple la perception d'un faible risque de contracter la maladie. Donc, penser qu'on n'est pas vulnérable à cette maladie, le risque de l'attraper pour soi est très faible. Ensuite, Excusez-moi, oui. le diaporama ne défile pas. Ah, alors, du coup, c'est curieux, je vais arrêter la présentation et reprendre. Voilà, alors, je vous ai passé l'évolution, vous ne l'avez pas vu du coup, l'évolution de la couverture vaccinale. Et ici, la structure des raisons les plus communément évoquées par les sujets. Vous avez bien l'image à l'écran? Oui, c'est bon. Donc, vous avez les raisons les motifs les plus souvent évoqués dans les enquêtes. Donc, vous avez ce que je mentionnais juste avant, donc la peur des effets indésirables, la perception d'un faible risque d'attraper la maladie, et puis ensuite, des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui ne le sont pas tant que ça, finalement, on regarde la littérature. C'est par exemple la peur des piqûres, ou le fait qu'on perçoit les vaccins comme étant inefficaces, ou qu'on croit que les vaccins sont inefficaces, ou alors que la maladie est peu grave. C'est le cas notamment pour la grippe ou la rougeole. Je ne dis pas que cette maladie n'est pas grave. Je dis que pour beaucoup de gens, cette maladie est considérée comme peu grave, bénigne, et que c'est un peu en contradiction avec les données épidémiologiques qu'on peut avoir, notamment sur les sujets à risque. Alors, pareil, je vais passer très vite sur les déterminants des stations vaccinales. Il y a eu un gros travail de cartographie qui a été fait à partir de 2013-2015, qui s'enrichit un peu chaque année. Donc, on a tout un tas de facteurs qui peuvent être typiques idéologiques, institutionnels, personnels, expérientiels aussi, et aussi dans le contact, dans les interactions avec les professionnels de la santé, qui peuvent expliquer ces hésitations vaccinales. J'aurais besoin de 2 heures pour détailler ça, donc je ne me passe pas. Donc j'aimerais en venir plutôt à ce qui est de l'ordre des solutions, comment on peut encourager les personnes à se faire vacciner. C'est un peu notre boulot ici à l'École de santé publique, d'essayer de trouver des politiques ou des interventions efficaces pour promouvoir la vaccination. Euh, Souvent, le réflexe qu'on peut avoir chez les acteurs de santé publique, c'est de faire de bonnes campagnes d'information et de communication sur le sujet. Aujourd'hui, on a des revues de littérature systématiques qui montrent que ça n'est pas efficace, c'est-à-dire que diffuser de l'information et améliorer la connaissance sur les vaccins ou la vaccination n'a pas d'effet, en fait, ni sur l'intention vaccinale, ni sur les couvertures vaccinales. Donc, je sais que c'est un peu décevant et parfois inattendu, mais les grandes campagnes d'information impersonnelles n'ont pas d'effet sur les couvertures vaccinales. Donc, c'est des moyens qui sont très faibles en termes d'effet. On a même montré dans certains cas que chez les patients les plus réticents à la vaccination, et donc là j'en profite pour dire au professeur Tazan qu'il a bien raison de ne pas insister en fait sur les patients les plus hésitants ou les plus réticents, parce qu'en fait on a démontré sur le plan expérimental que lorsqu'on essaye de convaincre des gens qui sont déjà convaincus de la dangerosité de la vaccination ou qui sont très hostiles à la vaccination, en fait on a des effets rebonds, des effets boomerang, c'est-à-dire qu'on a y compris un renforcement des attitudes négatives vis-à-vis de la vaccination lorsqu'on cherche à les convaincre. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, un peu stratégique, de laisser un peu tranquille les plus réfractaires et les plus opposés à la vaccination, de se concentrer sur ce qu'on appelle les hésitants, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'il y a à la fois des inconvénients et des intérêts à se faire vacciner. Alors, dans la littérature internationale, de manière générale, il y a un consensus pour dire que si on veut améliorer les couvertures vaccinales, il faut agir surtout sur 3 grands facteurs, 3 variables. La première, c'est la capacité à agir, c'est notamment la capacité mentale à agir. Je vais évidemment illustrer tous ces propos. C'est aussi la motivation des personnes à agir, motivation qui peut être personnelle, donc intrinsèque ou extrinsèque, par l'influence des autres, ou ça peut être aussi d'augmenter les opportunités à agir et de diminuer les écarts en fait entre les intentions et les comportements de vaccination.
Alors, juste pour vous dire qu'en psychologie, on a fait un gros travail d'identification des barrières liées à l'adoption de comportements favorables à la santé, notamment en matière de vaccination. On a identifié trois grands freins, en fait, hein, liés à la capacité à comprendre l'intérêt de la vaccination. Le premier, c'est que les gens peuvent avoir un accès limité aux informations pertinentes. Donc, l'information pertinente peut être y compris noyée sous une information fausse ou impertinente. On peut aussi avoir des capacités limitées à évaluer, à comparer des options possibles, se faire vacciner, ne pas se faire vacciner. Et puis enfin, on peut avoir aussi une attention limitée aux informations, y compris aux informations disponibles dans l'environnement. Et donc, les stratégies qui ont été proposées, c'est pour chacune de ces barrières, chacun de ces obstacles, c'est d'avoir des stratégies très claires sur la manière dont on peut agir, notamment en accroissant en fait la disponibilité, la compréhensibilité et la pertinence des informations disponibles sur la vaccination. Ça peut être aussi de faciliter le choix en montrant clairement quelles sont les options disponibles. Et enfin, c'est de combattre l'inattention en stimulant les ressources attentionnelles des gens. Alors tout ça est un peu théorique, je vais tout de suite illustrer. Donc, on a dans d'autres domaines de la santé publique, comme en nutrition, des moyens qui ont été mobilisés pour faciliter la compréhension et la pertinence des informations du type sanitaire. C'est le cas du PNNS, mais on peut le faire aussi pour la vaccination. Par exemple, les Anglais utilisent, les Britanniques utilisent depuis longtemps ce qu'on appelle les fréquences naturelles, c'est-à-dire qu'on représente les effets d'une vaccination par rapport à une non-vaccination si on contracte ici la rougeole. On l'a fait aussi dans le cadre de travaux expérimentaux européens sur la COVID-19. Donc, vous voyez ce qui se passe à gauche quand vous n'êtes pas vacciné et que vous attrapez la rougeole, et à droite quand vous êtes vacciné et que vous attrapez la rougeole. Et donc, ce sont les données statistiques issues des grandes études épidémiologiques, mais on ne donne pas de chiffres, on les représente de manière qui soit compréhensive, de manière intuitive. Une autre manière d'agir en combattant l'inattention, c'est de rappeler que c'est le moment de se faire vacciner. Donc, il y a eu pas mal d'études, d'expériences naturelles aux États-Unis, notamment, qui montrent que ça fonctionne, y compris chez les groupes défavorisés, lorsqu'on indique aux gens que le vaccin est disponible et qu'il faut se faire vacciner. On a une énorme étude américaine qui a été publiée et faite en collaboration avec Walmart, qui est le leader des officines pharmaceutiques en Amérique du Nord, et qui a montré en fait qu'en rappelant aux gens, notamment aux personnes vulnérables, que le vaccin était disponible, on arrivait à augmenter, selon les messages, entre 1 à 3% de la couverture vaccinale grippale. Voilà. Donc, si la communication impersonnelle est inefficace, par contre, ce qu'on sait depuis longtemps maintenant, vous allez voir, c'est que la communication interpersonnelle, en particulier la communication qui s'établit entre les professionnels de la santé et les patients, eh bien celle-là, ce type de communication peut être efficace, et on le sait depuis les années 70, puisque la première étude de psychologie de la vaccination a été publiée en 79. C'était déjà de la H1N1 à cette époque-là, c'est de l'épidémie de grippe porcine dans le New Jersey, et on s'est aperçu que l'un des critères ou l'un des déterminants les plus importants de la vaccination, de la décision vaccinale, c'était le fait que le médecin généraliste, le médecin de famille, avait recommandé à la personne de se faire vacciner contre la grippe H1N1 de 1976. Alors depuis, il y a eu beaucoup d'essais cliniques non pharmaceutiques, on est sur de l'intervention comportementale ou informationnelle. On a mis en place plusieurs méthodes. Il y en a une qui s'appelle l'entretien motivationnel, qui sera un peu longue à décrire, qui existe, qui peut être utilisée. Il y en a une autre qui s'appelle la méthode présomptive, qui consiste en fait à recommander clairement et simplement la vaccination aux patients dans le cadre d'échanges. Et vous voyez, sur la vaccination HPV, ils ont eu des résultats tout à fait intéressants ici en Caroline du Nord, où ils ont augmenté la couverture vaccinale de 6 points chez les enfants, les garçons, et de pratiquement 5 points chez les filles. On a testé ce protocole sur la grippe chez les personnes âgées en France dans les services d'urgence, donc dans une quinzaine dans 18 centres hospitaliers, donc qui étaient répartis sur le territoire national. Et on a demandé, en fait, tout simplement aux urgentistes de vérifier le statut vaccinal de la personne lors de la période grippale. Et si la personne n'était pas vaccinée, de recommander simplement et fermement la vaccination grippale compte tenu des facteurs de risque et d'en discuter avec son médecin généraliste en remettant une lettre. C'est exactement ce qu'on a fait. Et vous voyez, ça a eu un effet très important globalement sur la couverture vaccinale. Vous avez le groupe contrôle par rapport au groupe d'intervention qui est ici en rouge. Donc, ça marche à peu près chez tout le monde. Ça marche chez les hésitants et ça marche chez les gens qui sont régulièrement vaccinés. En fait, ça leur évite de se relâcher par rapport à l'habitude vaccinale. Par contre, ça ne marche pas chez les réfractaires, les gens qui ne sont jamais vaccinés. On n'arrive pas à les toucher, y compris par ce type d'intervention brève. Donc, une intervention globalement efficace, mais comme vous pouvez s'y attendre, inefficace chez les groupes les plus hésitants ou les plus opposants à la vaccination.
Voilà. Alors, tout ça est cohérent avec les grandes revues de littérature qui s'appellent les revues Cochrane, hein, où on teste différentes méthodes d'intervention pour promouvoir la vaccination. Il démontrait dans différentes revues Cochrane le fait que la communication interpersonnelle, notamment promue par des personnels de santé, était le moyen d'intervention le plus efficace pour éviter l'hésitation vaccinale. Voilà, donc en bref, les conclusions, c'est ça, hein. Je pense qu'il faut qu'on continue à tester des interventions brèves, y compris, on ne l'a pas fait en EHPAD. Il ne faut pas trop compter sur une communication verticale et impersonnelle. Par contre, on sait que la communication interpersonnelle, notamment portée par les professionnels de la santé, fonctionne. Et puis, il faut concentrer les efforts de persuasion sur les hésitants et surtout pas sur les plus réfractaires, comme l'a indiqué le professeur Tadevin. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Sans plus tarder, nous allons aussi directement passer la parole au docteur Hervé de l'EHPAD Les Jardins du Castel pour sa présentation. Oui, bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Peut-être. Oui, c'est bon. Bon, ok. Euh, voilà, donc on m'a demandé de vous présenter la prévention vaccinale qui est faite à l'EHPAD de Château-Giron. Et c'est vrai que on est reparti nous sur les 10 dernières années en fait, parce que c'est vrai que on a des bons résultats, hein, que ce soit la prévention vaccinale. Alors, on a fait un focus sur la grippe, hein, pour la prévention vaccinale et chez les résidents et aussi chez les professionnels. Et en fait, ces bons résultats sont le résultat de 10 ans de travail, en fait, hein, voilà. Euh, alors, est-ce que ça défile, hein? Non, ça ne défile pas. Je pense qu'il faut passer en présentation peut-être. Hop. Je vais... Alors, attendez, je vais essayer de... Hop. J'ai en fait sur mon écran, mais pas sur le vôtre. Oui, Tu peux le présenter, ou s'il te plaît. je vais faire le partage de notre côté si vous voulez. Oui, je veux bien, parce que je vous l'avais envoyé devant, comme ça au moins ce sera plus simple. Donc, vous pouvez arrêter votre partage de votre côté. Je vais tenter. En fait, je ne vois pas. Je ne vois pas l'écran, en fait, de la maison. Voilà. Donc, j'enlève le partage. Est-ce que vous voyez l'écran qui est partagé? Oui. Oui. D'accord. Donc, je passe à la diapo suivante. Très bien. Donc là, c'était le graphe en fait sur l'évolution du taux de vaccination antigrippale, donc au jardin du Castel, où on voit en bleu la courbe du taux de vaccination chez les résidents, où on oscille effectivement les moins bonnes années autour de 90% de prévention vaccinale chez les résidents à 95% de taux de vaccination chez les résidents, avec un pic à 98% en 2017. Et en rouge, on a le taux de vaccination parmi les professionnels, où en 2014-2015, on était autour de 20%. Je vous ai mis après
vignette en fait pour essayer de comprendre. Et effectivement, de 2014 jusqu'à 2022, 2023 même, on a une augmentation de façon progressive de ce taux de vaccination jusqu'à atteindre en 2020 68% des professionnels vaccinés. Voilà, donc ce très bon résultat, il est dû notamment à des campagnes de vaccination et à une communication de la part de l'infirmière hygiéniste. On avait la chance d'avoir une infirmière hygiéniste qui est présente d'ailleurs, je crois, à ce webinaire, Madame Touguide, en 2014-2015, qui avait déjà commencé à communiquer sur les bienfaits de la vaccination et essayer de lever les freins auprès des professionnels. C'est vrai que moi, j'ai pris le relais et ça a permis d'avoir des taux de vaccination importants parmi l'équipe. Et ce que je proposais dans la diapo suivante, c'est de faire un petit focus. Alors, de faire un focus en fait sur les sur les 4 dernières années et de les mettre en corrélation en fait par rapport aux différents événements. Donc, au Jardin du Castel, on a eu en 2019 une épidémie de grippe qui a touché bon nombre de salariés et aussi des professionnels, enfin des résidents, pardon. Et je pense que ça a été aussi un déclencheur. C'est vrai qu'en 2020, le vaccin pour le Covid n'était pas disponible. Les professionnels, l'équipe des professionnels était très en faveur d'une vaccination. On souhaitait se faire vacciner pour la grippe, à défaut de pouvoir se faire vacciner pour le Covid. En 2021, la vaccination pour la grippe a chuté. On est passé de 52-68% à 47%. Donc, ce taux de vaccination, effectivement, il y a eu en même temps la vaccination pour le Covid. Donc, beaucoup de professionnels, en fait, se sont dit, est-ce que je fais les deux? Est-ce que je privilégie plutôt le Covid? Et c'est vrai que ça, pour beaucoup, ils ont privilégié la vaccination pour le Covid. Parce qu'il n'y a pas de choix. Et en fait, depuis cette date, on se rend compte qu'on est autour d'environ 50% de taux de professionnels vaccinés. Parce que là, donc la campagne vaccinale actuellement, elle est toujours en cours. Vous avez vu le résultat au 1er décembre. Et en fait, au 7 décembre aujourd'hui, on est à 55 professionnels vaccinés et on est 110 professionnels. Donc, on est à 50% de taux de vaccination pour la grippe. Alors, à la diapo suivante. Voilà. Nous, on a essayé de faire un point pour savoir quels étaient les différents éléments en fait qui permettaient de se dire que à l'EHPAD des Jardins du Castel, voilà, effectivement, on a 50% des professionnels vaccinés contre la grippe. Donc, il ne s'agit pas que des professionnels d'administration, il s'agit aussi des professionnels de soins, les médecins, etc. Et donc, on a pu déterminer trois grands axes. L'axe de communication, l'organisation et ce que j'ai appelé la prévention citoyenne. Donc, avec des petits éléments qui sont communs sur ces différents axes. Donc, au niveau de la communication, ça passe par des courriers, un courrier qui est fait aux familles pour les informer de la campagne vaccinale et la nécessité pour leurs proches d'être vaccinés, mais également un courrier, et là c'est par mail, par intranet, auprès de l'ensemble des professionnels sur l'ouverture de la campagne vaccinale, le fait que le vaccin contre la grippe est gratuit, qu'on peut être vacciné par les infirmières, par les vaccins. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est. On essaie de mettre en avant la proximité, la facilité de la vaccination.
Au niveau de la communication et de l'organisation, on a simplifié le process au maximum, notamment pour les résidents. Sur les résidents, en fait, donc, reçoivent alors soit à l'EHPAD, soit leur ancien domicile, un bon de vaccination par la CPAM, que dans beaucoup d'EHPAD, ce bon, ils récupèrent le bon pour pouvoir aller à la pharmacie, pour pouvoir aller acheter le vaccin. Bon, concrètement, nous, si on a le bon, tant mieux. Si on n'a pas le bon, c'est pas grave. Et en fait, on commande le nombre de vaccins euh, nécessaires. On a 122 résidents, bah, on en commande. On sait qu'on a une dizaine de résidents qui ne se font pas vacciner, donc on en commande 110. Voilà. Et ça, on le fait en amont, donc au mois d'août. Après, sur la prescription, voilà, on a un logiciel de soins. Donc, le jour de la campagne vaccinale, donc, pour les résidents, on fait généralement ça juste avant les vacances de la Toussaint ou pendant les vacances de la Toussaint sur une semaine. Et l'infirmière de l'établissement vaccine un secteur. Et voilà, et c'est tracé au niveau des transmissions. Ça ne nécessite pas forcément la prescription du médecin ou moi-même, enfin, du médecin traitant ou du médecin coordonnateur dans le logiciel de soins. Par contre, c'est tracé dans les transmissions infirmières. Voilà, sur la campagne de vaccination pour les professionnels, donc, nous, elle reste ouverte généralement jusqu'au 31 décembre, hein, jusqu'à début janvier. Voilà, donc on accepte les retardataires, entre guillemets. Et surtout, pour les professionnels, il n'y a pas d'horaire spécifique. Elles peuvent se vacciner tous les jours de la semaine. Elles appellent l'infirmière et l'infirmière sort le vaccin. Et comme ça, le vaccin reste. Enfin, le professionnel vient se faire vacciner une heure après son appel. Et une chose importante, c'est seuls les professionnels qui refusent la vaccination antigrippale doivent se faire connaître. Donc, on est vraiment sur le principe de tout le monde et tout le monde peut se faire vacciner. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, faites-le nous savoir. Et dans ces cas-là, effectivement, on a une liste, et ça, pour le coup, cette liste, c'est le directeur qui recueille les professionnels qui refusent la vaccination antigrippale. Voilà, et donc les infirmières ont cette liste de professionnels qui n'ont pas dit non, donc potentiellement qui souhaitent se faire vacciner. Et quand il y a quelques retardataires, eh bien, elles les appellent. Voilà, elles appellent directement le professionnel en disant bah, écoute, j'ai ton nom sur la liste, tu ne t'es pas fait vacciner, est-ce que tu veux venir? Oui, non, voilà. Et donc, ça permet effectivement de, à tous d'être responsabilisés dans cette prévention. Et justement, le troisième axe qu'on avait mis en avant, c'est cette prévention citoyenne pour les équipes, parce que en fait, donc c'était en 2015-16 et 2017, c'est vrai que pendant le Covid aussi, on fait pas mal de petites informations sur les rappels d'hygiène, sur les précautions d'hygiène standards, les complémentaires, etc., les moyens de prévention. Et, et c'est vrai que ces temps d'information auprès des équipes, ça nous a permis aussi de faire un accompagnement sur de la prévention et faciliter le dialogue et notamment la pérédance. Voilà. Parce que si on ne se vaccine pas que pour des raisons professionnelles, il y a aussi des raisons personnelles qui rentrent en jeu, notamment le professeur Tablian l'a dit, c'est vrai que, et moi j'insiste là-dessus, c'est que la grippe, elle arrive à Noël, et qu'à Noël, c'est toujours des moments de regroupement familiaux, etc. Et donc, oui, il y a un risque de transmission important, et on a tous des petites histoires de grippe, de la cousine avec le bébé, etc., le nouveau-né. Bon, voilà. Donc, en fait, on essaye au maximum de faciliter ce dialogue-là. Et, euh, et franchement, ça fonctionne auprès des équipes.
Euh, et pour le coup, elles sont sensibles, et notamment avec le Covid, hein, elles sont sensibles à ne pas désorganiser ce service suite aux arrêts de travail. Voilà. Et un truc aussi important, hein, c'est que c'est un discours qui est d'équipe, un discours pro-prévention vaccinale, qui est vraiment un discours d'équipe, où la direction, depuis des années, montre l'exemple. Donc il y a ce côté exemplaire, hein, de l'ensemble des professionnels. Voilà. Et sur la dernière communication, sur la dernière diapo, j'ai mis en synthèse effectivement les différents, ce qui nous a semblé important, hein, les points clés, hein, de ces bons résultats. C'est que ça fonctionne parce qu'il y a un engagement d'équipe, hein. Voilà. Parce qu'effectivement, on a 122 résidents, on a un petit établissement qui est plutôt autonome, avec une équipe qui est plutôt stable et qui est engagée dans son travail, même s'il y a eu des changements, hein, voilà, on en a tous subi. Il y a eu plus de changements ces 3 dernières années dans l'équipe que les années précédentes. Néanmoins, même les plus jeunes soignantes sont imprégnées de cette culture d'équipe, hein, et de cet engagement de tous, hein. La communication, hein, aussi est importante, en communiquant positivement sur les bénéfices, hein. Donc, je vous ai dit, pour la santé des résidents, hein, pour protéger les plus vulnérables, mais aussi de ses familles, de son enfant, du nouveau-né, voilà. Moi, j'insiste, hein, sur des équipes qui ne sont pas stables, hein, parce que je ne travaille pas que à l'EHPAD de Château-Giron, mais sur le fait que des professionnels, notamment intérimaires, hein, peuvent être amenés à travailler dans d'autres établissements ou dans d'autres secteurs, notamment avec des enfants. Et voilà, je leur dis que la vaccination est fortement recommandée, hein, pour la grippe, parce que en période épidémique, bon, voilà, c'est quand même mieux. Elles seront protégées et puis elles pourront surtout travailler. Et puis, ben, on a également supprimé quelques freins, notamment, et là, personne n'en parle, hein, mais le vaccin homéopathique, hein, je sais que, notamment à Château-Giron, mais aussi dans un autre EHPAD, hein, du sud de Rennes, où voilà, moi j'avais dit non, on arrête de rembourser un vaccin qui ne fonctionne pas, qui n'est pas un vaccin, hein. Donc voilà. Donc il me semble qu'il est vraiment important d'avoir un discours clair, un discours qui montre l'engagement de l'ensemble de l'équipe, hein, envers les professionnels par rapport à la vaccination. Voilà. C'est la fin effectivement de la présentation. Après, on n'a pas de recette miracle, hein, à part être convaincu soi-même, hein. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Sans plus tarder, nous allons demander au Dr Stéphanie Le Flot de faire sa présentation. Bonjour à tous. Effectivement, je vais rebondir parfaitement sur les deux interventions précédentes, celle de Monsieur Roud et celle du docteur Hervé. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Super. Normalement, j'ai mis mon micro, donc ça devrait fonctionner correctement. Voilà. Donc moi, je vais rebondir effectivement sur les deux interventions précédentes pour vous présenter brièvement le projet qui nous a été confié par l'ARS, donc au CEPIAS Bretagne. On en a eu deux, mais il y en a un particulièrement qui est sur la thématique d'aujourd'hui, puisqu'on doit effectivement promouvoir, enfin trouver, expérimenter des organisations innovantes. Donc là, on en a une intéressante sur laquelle on pourrait s'appuyer. Donc pour promouvoir la vaccination des professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux contre la grippe saisonnière. Donc je vous rappelle pas le contexte national, hein, je crois qu'on est très au clair avec ça.
Donc l'objectif de ce projet, c'est effectivement cette identification d'organisation de facteurs d'intervention qui auraient un effet bénéfique sur la couverture vaccinale antigrippale des professionnels, avec comme finalité de mettre en place finalement des actions pédagogiques et d'accompagnement à la vaccination et la promotion des gestes barrières, puisque je ne les oublie pas, c'est mon cœur de métier. Donc on aura besoin effectivement de structures. Oui, pardon, il y a un souci? La diapositive, elle défile pas. Ça défile pas. Ah, alors attendez. Tchac, tchac, tchac. Parce que chez moi, ça défile. Vous pouvez mettre en mode diaporama pour que ça Mais puisse ouais, mais défiler. même dans le mot diaporama, ça défile pas. Tac, tac, tac. Là, vous voyez la fiche projet ou vous voyez toujours rien? Là, Ah, c'est bon, on a la fiche projet. vous avez la fiche projet. Super. Donc, les outils qui existent sur la thématique, ils sont extrêmement nombreux, hein. On a beaucoup de nos collègues d'autres CEPIAS qui ont mis en place ce type d'intervention, qui ont développé des outils. Alors, il y a des serious games, des escape games, des tas de supports vidéo, de jeux de rôle, d'entretien motivationnel. Le CEPIAS Occitanie a développé le Grip Autour, qui est une démarche théâtrale itinérante qui se déplace donc pour faire la promotion de la vaccination antigrippale, qui est plutôt bien faite. On trouve les vidéos sur YouTube, c'est vraiment très bien. Également les baromètres de la vaccination qui effectivement affichent finalement en temps réel la proportion de soignants vaccinés dans une structure pour effectivement voilà, avoir un retour finalement sur investissement très, très rapide. Il y a une expérimentation aussi très intéressante en région Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez ma diapositive ou elle n'est pas passée? Si, vous la voyez? Non, on ne va pas passer. Ah, zut alors. Tac, tac. Je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Non, là. Voilà, ça devrait être bien maintenant. Vous la voyez cette fois? Oui, oui, c'est bon. Voilà, ça y est, j'ai trouvé l'astuce. Donc, il y a une expérimentation assez intéressante qui a été menée en région Nouvelle-Aquitaine, donc par l'équipe dédiée aux sciences comportementales du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, qui donc a été réalisée sur la campagne vaccinale 2020-2021 avec 55 EHPAD engagés, avec vraiment une approche comportementale sur la thématique. Donc, les EHPAD se voyaient remettre un kit de communication, un guide d'aide à la planification d'une campagne vaccinale, également des déclarations de refus qui étaient à faire signer pour les gens qui ne souhaitaient pas se faire vacciner. Et ces documents, ces outils étaient plus ou moins accompagnés. Et effectivement, l'étude a montré que bien quand il y avait des outils de ce type-là qui étaient accompagnés, qui je dirais, amener la thématique d'une autre façon, eh bien, on avait une augmentation de la couverture vaccinale. Et l'étude a montré également qu'il y avait d'autres leviers comportementaux potentiellement intéressants qui avaient été identifiés et qui mériteraient d'être testés. Sachant que la trame de l'approche est toujours la même, celle qui est recommandée, c'est-à-dire que on se doit d'apporter quelque chose qui est simple, qui est attrayant, qui est social et qui est surtout opportun. Donc la fiche projet, elle est la suivante. Alors effectivement, on va communiquer avec l'aide de l'ARS, chercher des volontaires, mais on va également chercher des partenaires et on serait extrêmement content si Monsieur Rode pouvait se joindre à nous parce qu'il a une approche que nous n'avons pas au CEPIAS qui serait effectivement très intéressante. L'objectif, c'est d'abord de faire un diagnostic des freins, qu'ils soient cognitifs ou organisationnels, à travers effectivement des enquêtes auprès des structures ou auprès des professionnels pour savoir ce qui s'est passé cette année sur la campagne qui expliquerait que ça n'ait pas bien fonctionné. Et ensuite de construire une campagne qui effectivement suivrait le cheminement, je dirais, de la vaccination, c'est-à-dire un pilotage, des outils pour améliorer la perception de la vaccination, pour amener effectivement les hésitants et les indécis à former des intentions de vaccination et ensuite à pouvoir se faire vacciner en étant sûr que le passage à l'acte voilà, sera fait dans des conditions qui sont facilitantes.
Alors, je vois qu'effectivement, l'EHPAD de Légendin du Castel a testé le changement de la valeur par défaut, c'est-à-dire considérer que tout le monde était vacciné et que seuls les gens qui refusaient de l'être devaient s'identifier. Eh bien, c'est un peu le principe. Hein. L'enquête en Nouvelle-Aquitaine a montré que finalement, ces chartes ou ces questionnaires de refus avaient été plutôt bien acceptés par les professionnels, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc l'objectif pour nous, c'est de déployer ce projet sur 2024-2025 pour effectivement le mettre en place pour la prochaine campagne de vaccination 2024-2025, en évaluant après secondairement l'acceptabilité et la faisabilité et les bénéfices qu'effectivement on a pu en tirer. On est en train de lancer le recrutement d'un chargé de mission CEPIAS Bretagne pour nous aider dans ce projet. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai Donc été rapide. maintenant, oui, mais là c'est bien, c'est très clair. Mm. Donc je vais laisser la parole à Madame Nathalie Leformal pour conclure, notamment en matière de perspective en région sur ces thématiques. Je vais être très brève. Un grand merci à tous pour vos interventions qui étaient vraiment très claires, très complémentaires et que nous allons diffuser largement dans le réseau des EHPAD parce que visiblement l'horaire n'est pas adapté. C'est vrai que ça mérite voilà, une diffusion plus large. On diffusera également les diaporamas, donc je crois qu'on les a tous. On fera cette double diffusion. Comme je le disais, et voilà, c'est ce que vous montrez également l'intervention du docteur Le Flot, on ouvre un chantier vraiment très volontariste sur ce sujet-là. Donc, on sera souvent amené à revenir vers les uns et les autres pour effectivement s'embarquer voilà, dans une démarche qui corresponde euh, aussi à la culture, aux besoins, et adapté à notre région. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des outils quand même extrêmement intéressants. Écoutez, donc je ne vais pas plus loin. Un grand merci à vous pour vous être rendu disponible et pour ce que vous faites sur ces sujets-là. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.